Bienvenue sur la chaîne Mediaise. Aujourd'hui, un document sur les drames vécus au village dans un passé lointain. Un document sous forme d'interview d'une témoin aujourd'hui disparue. Il s'agit de ma grand-mère Hélène Gillot, dit Hélène des Marollis. Marollis étant dans le temps le surnom donné aux sonneurs de cloches des églises. Hélène témoigne des incendies de 1881 et de 1935, puis des deux guerres mondiales, celle de 1914 ainsi que celle de 1939. Et c'est parti! Hélène est née le 17 janvier 1904. Elle a donc 94 ans en 1994 au moment de cette interview. Elle a vécu 2 guerres et un incendie. Quand la guerre a éclaté, la guerre de 14, j'étais à la Pontia. J'avais été avec les chèvres, on m'a parti sur le racard. Puis on a entendu le tambour pour la fille roi de trotter les hommes, tous à grand galop. Et les femmes derrière qui pleuraient, venaient en pleurant aussi. Puis ils criaient, oh, la guerre européenne a commencé. Les soldats ils doivent partir, ils doivent tous partir la guerre. Et puis ils sont arrivés au village, il y en a qui ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas aller s'habiller, puis il y avait le chef qui les grondait. Il fallait qu'ils se dépêchent pour partir. Ils sont partis, puis après, les vieilles, tu vois, les mamans, les enfants, ils pleuraient. Ils se lamentaient, ils sont partis à la guerre, maintenant ils ne reviendront plus. Ah mon Dieu, quelle peur! On avait peur de la guerre, pour dire, on ne savait pas bien comment c'était. Il y en a beaucoup qui sont parvenus. Ils sont revenus vivants, oui. Tous. Tous. Il y en a un qui est mort, je crois, Ouais. d'ici. Le frère un cousin, Marcel Nadine, celui-là il est revenu, mais il l'a enterré ici. Ah, puis il y a un Indar encore, qui est mort ici à Isera. Mais autrement, ils sont revenus, mais les femmes, on était tous seuls. On était tous là. Enfin, chez nous, grand-papa n'était pas loin, c'était... Elle n'était pas loin. Non, grand-papa il était déjà en 14. Puis il y avait Paul et puis Hilarion qui était parti. Puis après, il y avait Clovis qui a été mobilisé aussi. Où ils ont été? Ouais. Oh mon Dieu, moi ça c'est... Je ne me rappelle pas alors. Parce que les premiers temps, on ne savait pas où ils étaient. Ouais. Pour en finir, ici, il y avait pas de lumière. Ils devaient tout faire nuit. On devait tout boucher, les fenêtres. Il y avait des patrouilles qui voyageaient la nuit pour surveiller. C'était pas tant rigolo. Pas tant, ouais. Non. Il y avait des patrouilles, ils avaient des gros bâtons. Ouais. Et papa? Puis on avait peur. Pour en finir, ils donnaient les tickets pour la marchandise, pour la nourriture, puis ils donnaient juste ce qu'on avait besoin. Les gros travaux au village, c'était les femmes qui faisaient. Oui, faucher, tout, couper le blé, tourner, piocher. Oh, puis on a assez fait après. Ouais. Moi, j'ai assez fait j'ai encore pioché l'année passée, les framboises. Moi, je suis de 4, et puis la guerre elle a éclaté. Quelle année? En 14. 14. Attends. Alors, tu vois, j'avais 10 ans. Ouais. Bien. Quand on a vu passer en pleurant, puis les soldats, on était à ma par-dessus la Poncha, là, tu sais, avec les chèvres, on allait en champ les chèvres. Et puis quand ils n'ont pas eu passé le tas de monde qui venait pour partir, ceux qui étaient de ce côté, on est parti après, il y avait le tambour. Il y avait le tambour, puis on est parti, puis on a laissé les chèvres. Puis après, on ne savait pas où le trouver.
Les chèvres sont parties plus loin par des prés, puis on ne les voyait pas, tout ça, dans les rochers, là. Oui. On a dû aller les chercher. On n'entendait rien crier. La guerre a éclaté, la guerre européenne. Les soldats ils partent. J'ai vu la guerre de 14, puis l'autre après. Celle de 45, celle de 14 et puis celle Oui. de 39. Oui. On avait les tickets pour tout, ils ne donnaient pas de magasin, rien. Puis moi j'avais les enfants des écoles qui étaient en dehors du village, qui venaient manger. Il a fallu les rationner un peu, mais j'ai encore pas trop. J'ai encore pu les gâter. En 81, Oui. Et puis encore une fois on a après. brûlé tout le village. C'était tout en bois. Oui. Ça fait combien de temps? Et puis, 1880. on n'avait pas de lumière électrique. Il y avait beaucoup de gens qui étaient moyens, avec les vaches. Et le village a brûlé, et les caves, ils avaient tous les fromages, quoi. Quand ça brûlait par en haut, ils descendaient le fromage fondu par le chemin. Oui, ça, moi, je ne me rappelle pas. Le village au Perché d'Isérable était détruit en totalité par un incendie allumé par un habitant de l'endroit dans un esprit de vengeance. L'incendie d'Isérable de 1881 compte parmi les plus grands fléaux de feu dont l'histoire du Valais est marquée au cours du siècle passé. C'était au moment précis où presque toute la population s'était rendue dans les Mayens et à la montagne pour l'inal. L'auteur de l'incendie n'ignorait pas cela. Bien plus, il aurait eu soin d'aller faire dévier les conduites des torrents qui amènent l'eau au village afin de rendre la lutte contre le feu quasi impossible. Puis il mit le feu dans un amas de granges et racards situés au bas du village. Comme toutes les habitations étaient en bois et entassées, cela flamba comme de la paille. Le sinistre dura toute la nuit et des vieillards de Chamoson racontent que des Mayens de Chamoson et de Letron on pouvait lire le journal comme en plein jour, par suite des lueurs provoquées par le sinistre qui faisait rage. Aussi, tout le village, à l'exception d'une ou deux habitations à l'écart, y passa. Des secours étaient bien montés en masse de la plaine à la suite de l'alerte, mais on ne put pas faire grand-chose. Toutefois, la nouvelle de ce grand malheur, qui s'abattait sur ces courageux montagnards, ne laissa pas indifférente la population suisse, qui comme toujours se révéla compatissante dans les malheurs d'autrui. Des collectes furent organisées un peu partout pour venir en aide à ces malheureux incendiés. Les sinistrés crurent de suite à la malveillance et portèrent leurs soupçons sur un compatriote. Âgé de 40 ans, que nous désignerons par son sobriquet, le Torle. Celui-ci, dans la soirée de la fête, était monté au moyen de son beau-père. Il fut mal reçu et on ne lui ouvrit pas la porte. De dépit, il tint des propos incendiaires et redescendit au village. Le Torle fut recherché et arrêté. Les sinistrés, exaspérés par l'ampleur du désastre, l'ont malmené et promené à travers les ruines du village, un carcan au cou. Il fut incarcéré à la prison de Sion le 30 juin 1881. À l'enquête, il reconnut être l'auteur, mais involontaire de l'incendie, en se couchant en état d'ivresse sur un tas de paille ayant en bouche sa pipe allumée. En date du 31 octobre 1881, le tribunal d'arrondissement, après avoir entendu les témoins, condamna le Torle comme l'auteur volontaire du sinistre à 15 ans d'emprisonnement. Dans un premier recours, l'avocat du condamné obtint pour cause de parenté la réclusion du témoin principal. Suite à un second recours, le tribunal cantonal ramena la peine à 1 an de prison, prévention non comprise, et aux frais de la procédure. Le 13 février 1883, le Torle fut libéré pour expiration de la peine. Il préféra s'expatrier que de remonter au village et s'exposer au ressentiment de ses compatriotes ruinés par sa faute. Aujourd'hui au village, on ignore même son vrai nom.
On a laissé tomber le voile de l'oubli sur ces événements malheureux. Je crois qu'ils lui ont mis un fer Oui, autour du cou à celui qui a mis le feu. oui. Ils ont su. Je ne sais pas déjà pourquoi. Je crois que c'est à propos de la bonne amie. Oui. Ah ouais, Ah, ça fait longtemps. Je sais pas, il y avait une dame, elle avait un bon ami, puis elle a encore rencontré un, puis il s'est Oh, moi, vengé j'ai eu de 2-3 Mhm. bon ami. Tu m'avais raconté. Il a brûlé encore un 35. Et moi, j'étais seule à la maison, puis la maman, elle m'avait envoyé ramasser la feuille d'ormeau pour les cochons. Elle avait des cochons. Mhm. Puis j'étais en bas dans le jardin. Puis je devais arroser. Alors j'avais mis le jet, le tourniquet. La prise, elle était en haut, dans le plat, là où il y a dans le désiré, là. Ah oui. Puis j'étais en train de chantonner, puis je mettais la prise, je vissais. Mhm. Puis j'ai eu une grosse fumée au rôti, là. J'ai lâché la prise, j'ai fermé, puis j'ai couru en haut. Mhm. Puis j'ai appelé, il y avait le Urbain, il habitait dessous nous. J'ai appelé Urbain, je dis viens voir vite, Urbain, moi je sais pas si... Il y a le feu là-bas au rôti, toi. Il y avait déjà le feu quand moi j'étais en haut. Mhm. Alors on a été en haut clocher, les deux, puis on a sonné. Il y avait une cloche, puis moi aussi l'autre. Mhm. On sonnait les cloches. Puis on est descendu, puis on avait au rôti, là, juste avant qu'il brûle. Uh-huh. Il y avait un racard, la maman, puis il y avait une vache. Dans l'écurie, il y avait une vache qu'on gardait l'été en bas. Et puis il y avait une autre dame qui avait aussi une vache, aussi à la même écurie. Moi, j'ai couru en bas de l'écurie, puis j'ai sorti les vaches, chassées en haut par le village. Puis on avait un grenier. Puis après, elle courut au grenier, puis on avait au grenier, on avait encore un peu de la marchandise, puis on avait les pains, on faisait les pains, mais sympa. Moi, j'étais trop jeune, mais ils faisaient les pains. Mhm. Puis quand j'ai refilé en haut avec la Marie de Paul, celle qui habite là-bas. Mhm. Paul est marié, le frère Albano. Oui. On a encore couru une fois les deux, puis on a ressonné les cloches à tire-la-rigole. Et puis personne, au village, il n'y avait personne. Ils étaient tous dans les foins, les blés. Le premier que j'ai vu, c'est un boucher de rides. Puis un genois qui se promenait. Mhm. Puis ils ont ressonné, puis nous, on est repartis au rôti, puis... Enfin, j'ai dû empoigner les bidons, puis charrier l'eau. Je devais porter l'eau en bas par la mer. Parce qu'il fallait tout porter l'eau, j'avais pas... Puis là, Lui, il a brûlé depuis là où il y a le Gilles, l'entrepreneur. oui, Gilbert. Oui. Depuis là, il a brûlé tous les combes. Parce que pour contour, il y avait le chemin qui descendait. Mhm. Puis d'en bas, jusque-là, il y avait tout du long des racas, Mhm. d'en haut et d'en bas. Puis tout en bas. Et puis, il y avait j'ai encore vu une femme qui arrivait avec le blé sur la tête, et puis brûlait déjà dessous le racard. Puis elle ne voyait pas, elle avait le blé sur le... La femme a loué rapide. Ah oui. Elle portait le voyage de blé, il était déjà en feu, le racard. Et puis, moi, je suis toujours restée là, à charrier l'eau. Et je suis venue à la maison. Il est arrivé c'était un conseiller, je crois, je sais pas, Ah, pour le feu. oui. Puis il a dit,
Ben, c'est raconté comment, j'avais vu comment c'était arrivé. Il a dit, est-ce que tu sais dans quel racard c'était? J'ai dit, je peux pas dire dans quel racard parce que c'était déjà... En fait, puis moi, je connais pas les racards, je sais pas qui sont. Il a dit, parce que tu es la première qui a annoncé l'incendie. Avec la marée, on a été 3 fois branler les cloches pour faire bien entendre, pour que les gens viennent. Puis les gens qui étaient tous au foin dans les maillères et dans les champs, ils arrivaient à galop. Grand-père il était aussi au foin, on avait un maillet au chemin neuf là. Il avait aussi été fauché. Il a dû passer un haut bout pour venir à la maison. Et puis celui qui est venu pour le feu, il m'a dit, il a tout brûlé jusqu'au combi. J'ai dit, mais pas possible. Il a tout brûlé, tout. Et puis moi, j'ai pas su, des deux côtés du chemin. Un article du journal Le Rhône paru le 2 août 1935 résume l'incendie. 37 racards au mazout détruit. Mercredi, vers 14h, le feu s'est déclaré dans un racard au midi du village d'Isérable. Comme le vent soufflait légèrement, en peu de temps, les flammes se communiquèrent à une première série de 19 immeubles garnis de fourrage. Par suite de la sécheresse, le gazon s'enflamma également et une deuxième série de bâtiments fut atteinte, soit au total 37, dont heureusement une seule maison d'habitation avec 2 ménages. Les pompiers, rapidement alarmés, eurent de la peine à lutter, les hydrants étant éloignés du sinistre. Il fallut attendre l'arrivée des pompiers de Ried avec des courses pour pouvoir intervenir avec efficacité. Les dégâts sont d'autant plus importants que les blés, avoine et foin sont rentrés. Heureusement, le bétail se trouve au Mayen. Les bâtiments qui sont pour la plupart indivisibles sont peu ou pas assurés et les récoltes ne le sont pas du tout. C'est donc une grosse perte pour les propriétaires. À 17h, les pompiers étaient maîtres du sinistre. Comme on le sait, Isérable est un des plus pauvres villages de la région, relié par un chemin multi-aride. Déjà en 1881, il avait été complètement détruit par un incendie. Celui d'aujourd'hui est le plus important qui soit survenu depuis cette date. Les causes du sinistre sont encore inconnues. On ne signale pas d'accident. Le réservoir de la commune contenait suffisamment d'eau, mais les pompiers ne disposaient pas suffisamment de courses de tuyaux, car le quartier incendié est éloigné du centre. La population tout entière a collaboré aux travaux de sauvetage, puisant aux fontaines et aux ruisseaux. Le quartier incendié appelé Le Rôti fut le seul épargné par le grand incendie qui détruisit Isérable en 1881. Vous voulez publier vos vidéos? Vous pouvez les ajouter à la chaîne YouTube Mediaease. C'est très simple, il suffit de me contacter. Des images de bonne qualité, exploitables et éthiquement correctes sont les seules conditions pour être diffusées. Suivez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Mediaease. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, suggestions et autres. Merci pour votre visite sur Mediaease. Allez, à bientôt, salut!